L'idée, donc, c'est de parler du développement des talents et donc de l'enjeu pour la performance, un levier de fidélisation pour les collaborateurs. Et voilà, c'est assez large comme sujet. Et j'ai l'impression que moi, je me pose plein de questions là-dessus, notamment... salut, bienvenue, pas de souci. Donc voilà. On a Maya Noël, qui est donc la directrice générale de France Digital. Salut Maya. Prenez chacun un micro si vous voulez. Je vais vous laisser vous présenter. Ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai fait plein d'erreurs en tant qu'entrepreneur dans le développement des talents. J'en ferai probablement plein d'autres. Je t'ai vu lever les yeux au ciel comme si c'était un lieu commun. Mais une des plus communes, notamment, que j'ai faites, c'était de... J'ai eu une tendance pendant longtemps à vouloir... faire devenir chacun de mes collaborateurs un manager, comme si c'était une évolution traditionnelle. Et en fait, je me rends compte avec près de 100 personnes sur Cosa Vostra notamment, qu'il y en a beaucoup qui n'aspirent pas du tout à être manager, mais qui veulent juste être ultra spécialistes dans leur métier ou voilà, vraiment progresser sur des devs, des créas, sur leur métier ou évoluer dans ce métier-là aussi, sur une nouvelle technologie, passer du design à de l'animation, passer de... Voilà. Et donc je me pose énormément de questions sur justement ce qu'est le développement des talents et comment on peut utiliser ça comme levier de croissance pour une entreprise et levier de fidélisation. Je vous propose rapidement de vous présenter chacun. On va commencer pour appuyer un peu par la dernière venue. Last in, first out. Maya, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Maya Noël. Je suis la directrice de France Digital, qui est la principale association de start-up en France et en Europe, qui est là pour porter la voix des entrepreneurs et des investisseurs auprès des régulateurs. Donc vous direz qu'est-ce que je fais là sur cette table ronde. Plusieurs raisons. À la fois parce que je pense dans la rétention et l'attractivité des talents, il y a un vrai rôle écosystémique de comment est-ce que tous ensemble on s'unit pour attirer les meilleurs et créer le cadre favorable à ce que ces talents restent dans les startups. Et aussi parce que moi, à titre personnel, j'ai un passif dans les RH. J'ai été moi-même recruteuse et j'ai monté une plateforme de recrutement. Donc c'est vrai que c'est un sujet où j'ai accompagné beaucoup de startups dans leur croissance et j'ai pu voir beaucoup de comportements, beaucoup de changements et beaucoup de bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci Maya. Céline, je te laisse te présenter aussi. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Céline Gallon. Je suis VP People de Trustper. J'ai fait la bascule grand groupe start-up il y a à peu près 2 ans. Et ce qui m'amuse pas mal, c'est en fait de retrouver finalement des problématiques et aussi parfois des solutions qu'on avait développées dans les grands groupes qui finalement sont applicables en start-up, alors qu'on a tendance à penser que la gestion des talents est à réinventer from scratch. Donc il y a plein de choses nouvelles à mettre en œuvre, c'est génial, mais on peut aussi s'inspirer de ce qu'on faisait de façon un petit peu plus traditionnelle. Et voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Germain. Ouais, bonjour à tous, on m'entend bien. Donc moi Germain, j'ai un parcours fintech puisque j'ai travaillé chez Boursorama. Ensuite Nickel compte Nickel, où j'ai été un des premiers salariés et que j'ai accompagné pendant 4 ans en créant le service client et les opérations. Puis j'ai rejoint Conto, également au tout début pour créer les opérations que j'ai menées de 0 à 200 personnes à peu près. Puis j'ai changé d'équipe pour créer une équipe au sein de l'équipe marketing que j'ai à nouveau scalé. Et très récemment, j'ai quitté Conto pour créer Alvo, donc une fintech pour simplifier la fusion-acquisition des TPE et des PME, avec Mathieu notamment. Et donc j'ai un peu la double casquette aujourd'hui, à la fois de manager qui accompagne les talents, que j'ai fait grandir chez Nickel et Conto, et également de talent qui a aussi évolué, enfin en tant que talent, qui a grandi avec des fintech, des scale-up même, avec les bonnes compétences au bon moment qu'a besoin la fintech pour scaler dans cet environnement très exigeant et très rapide, enfin très rapide. Pour reposer un peu le périmètre du débat, qu'est-ce qu'on entend par développer les talents ? Ça commence où, ça finit où ? Question bien large. Je ne sais pas si quelqu'un veut la prendre, mais... Moi, en tout cas, ce que j'entends derrière le développement des talents, je pense qu'il y a 3 grands axes peut-être. Il y a déjà une notion de compétence, clairement. Développement à la fois en termes approfondissement et diversification. Et j'entends un deuxième volet qui est plus orienté autour de l'évolution de carrière, que ce soit là encore promotion verticale, horizontale, participation à des projets transverses. Pour moi, il y a ces deux volets principaux.
Oui, je suis assez d'accord. Les talents, selon moi, c'est les personnes clés qui vont permettre d'accompagner la croissance de l'entreprise. Alors, tout le monde est clé dans une boîte, mais il y a parfois des key managers ou des key experts. On pourra aussi parler des track managers et track experts qui vont insuffler une énergie, un niveau d'exigence, de rapidité qui font que l'entreprise va réussir à se démarquer, que ce soit par la qualité du code, la qualité d'une campagne marketing ou la qualité des prises de parole, d'un event pour faire rayonner l'entreprise. Voilà, bon, c'est ça les talents. Et est-ce que, parce que ce que je disais finalement tout à l'heure en comparant les personnes que je voulais absolument passer en tant que manager et ceux qui devaient se développer plutôt sur leur métier, leurs expertises, est-ce qu'il y a des gens qui sont quand même des talents, j'imagine, mais qui ne veulent pas se développer? Et est-ce que c'est OK? Est-ce qu'ils n'ont rien à faire dans notre entreprise parce que c'est pas ce qu'on veut? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on doit partir juste du postulat? C'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'on doit partir juste du postulat que tout le monde veut se développer et qu'on doit les tirer vers le haut? Ou est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, dans nos startups, même dans des fintech, prennent un job, veulent faire ce job, rentrer chez eux et c'est OK? Vas-y, moi j'ai envie de dire un truc pour ajouter ce que tu disais. Le développement des talents, donc talent c'est la personne, mais je pense aussi c'est comment la personne interagit avec la structure dans laquelle elle est. Et je pense pas que qui que ce soit se dise j'ai pas envie de me développer. C'est pas ça l'idée, c'est juste qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus à l'aise pour se développer dans des petites structures, d'autres qui sont capables de s'adapter et de grandir avec la structure, et d'autres qui sont meilleurs dans des grandes structures. Et en fait, être capable de développer les talents, c'est de savoir identifier quel profil correspond à quoi et comment on peut le faire évoluer à la bonne vitesse. Et il y a cette notion de vitesse qui est d'autant plus importante dans les startups puisque ça va très très vite. Et après, je te laisserai continuer, mais pour ouvrir le débat, moi je pense que notamment dans cette notion de croissance et de rétention des bons talents, il y a aussi cette capacité à savoir faire partir aussi certains talents d'un moment où ils ne correspondent plus à l'entreprise et leur faire comprendre que c'est peut-être plus fait pour eux et qu'ils sont meilleurs dans une entreprise où il y a 100 personnes versus une entreprise qui va passer à 1000 personnes parce que les process, le mindset va changer et du coup son rôle va évoluer de facto. Non, mais tu as dit différemment ce que j'avais envie de dire, mais le talent, avant tout, il faut que le talent il ait envie, entre guillemets, de grandir et d'évoluer. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un à être un talent. Et d'un autre côté, on ne devient pas un talent parce que on est rentré dans les bonnes cases d'un point de vue RH et qu'on va faire partie d'un pool. Non, c'est avant tout le collaborateur qui démontre des aptitudes à la fois d'énergie, de curiosité et d'envie. Et après, pour structurer un peu tout ça, et voilà, c'est là où l'entreprise amène des compétences, des ressources, des moyens pour l'accompagner dans sa croissance. Mais avant tout, c'est quand même une motivation personnelle de se dire ok, je veux me développer l'entreprise. J'ai un bon fit avec la boîte qui fait que la boîte, elle aussi, elle va grandir et donc je vais pouvoir grandir avec elle. Mais ça demande quand même pas mal d'énergie et de puissance perso pour pouvoir grandir et évoluer, quoi. Donc ce qu'on dit ici quand même, je me permets de rephraser, mais dans les startups, dans les fintech, t'as pas vraiment ta place si tu veux pas te développer. J'ai cherché en disant tout ça, mais il y a des grands groupes. Je peux penser à mon père qui était médecin en région, qui a eu une secrétaire toute sa vie, qui était super, mais elle était très heureuse. Mais elle n'avait pas d'aspiration à faire autre chose, et je pense qu'elle était vraiment très heureuse. J'en ai un souvenir d'une femme très heureuse. Je veux dire, c'est OK. Mais est-ce que des gens comme ça, alors on en trouve dans plein de grands groupes, et finalement, je pense, c'est possible, on peut aussi dire que... On peut pas opposer, alors je vais faire des différences, on peut pas opposer les grands groupes où les gens ne voudraient pas évoluer versus les fintech. Voilà. Non, il y a peut-être plus de place là-dessus dans un grand groupe qui fait même 2, 3, 5% de croissance par an que dans une fintech qui prend, ou dans une tech qui prend 200 nouveaux salariés par trimestre, quoi. Mais je pense qu'en réalité, il faut mettre ça en rapport avec le contexte dans lequel ces talents agissent, en fait. En réalité, c'est la révolution permanente en termes d'outils, de méthodes de travail, de normes réglementaires. Tous les métiers sont impactés. Qu'on soit expert ou généraliste, on a besoin de se mettre à jour. Donc se développer, ça peut aussi juste passer par réapprendre les évolutions réglementaires. Donc je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de jobs, que ce soit dans les grands groupes, en start-up, en ETI, où on n'a pas à développer ses compétences, ses connaissances, son savoir, ses façons de faire. Et évidemment, je dirais que c'est d'autant plus vrai dans un contexte de scale, où ça invite à se réinventer en permanence. Et donc c'est certainement, en fait, plutôt par attractivité, les gens qui ont envie de se remettre en cause en permanence vont aller chercher plutôt ce type d'environnement. Mais à mon avis, c'est relativement général. Ok. Je pense que la notion de parcours de carrière est hyper importante. C'est-à-dire que on ne dit pas qu'une personne qui a sa place dans une équipe de 100 ne l'ira pas dans une équipe de 1000. C'est juste qu'une personne qui est manager à un niveau très proche du CEO, très jeune, dans une boîte qui a 30 personnes,
si la boîte grandit, soit elle peut suivre la progression et garder son niveau de management, soit parfois doit accepter de step back et se dire ok, en fait j'ai besoin de quelqu'un au-dessus de moi qui a plus de compétences et qui va peut-être devenir mon manager. Ce qui d'ailleurs est vrai pour aussi le CEO Et tout à lui-même, fait. c'est-à-dire que Exactement. j'ai échangé avec bon nombre de CEO récemment. Moi je disais ce matin, je suis même plus le CEO de ma boîte parce que ça m'intéressait plus d'être CEO de cette boîte, pas d'Alvo mais de Cosa Vostra. Donc j'en suis le président et c'est une autre personne qui est le CEO. Donc on a aussi le droit de se dire ça parce qu'on aime, comme tu le dis, je pense, certaines phases de la progression de la boîte. Et voilà, donc faire comprendre que le développement des talents, c'est pas la progression forcément managériale, ça peut être aussi la progression en termes de compétences, de périmètre d'action qui évolue. Mais il faut faire comprendre que voilà, il y a différents parcours de carrière qui ne sont pas forcément tous tirés vers le haut avec cette notion de hiérarchie et de management. Ok. Peut-être pour compléter ce que tu dis, je prends mon exemple chez Conto, où pendant 3 ans, j'ai créé donc les Ops de 0 à 200, 250 personnes. Et à un moment, plus des gens à outsourcer. Et à un moment, en tant que directeur opération, j'étais plus assez fort en tant que CEO. On a recruté quelqu'un qui savait faire de 300 à 3000 personnes. Et à ce moment-là, on avait besoin de créer une équipe côté marketing. Et donc moi, cette partie création, structure, new business, je savais faire. Donc effectivement, mes compétences étaient peut-être arrivées à la limite de manager une équipe de 300 personnes opération. Voilà. En revanche, créer une équipe de 0 to 1, je savais faire. Et donc, dans le développement de ce career track, j'ai switché dans cette équipe que j'ai montée à 12 personnes et qui tire aujourd'hui 20% d'acquisition de Conto. Parce que voilà, l'expertise et les skills correspondent aussi à un moment clé. Et il faut savoir aussi à un moment apporter de nouvelles expertises, de nouvelles compétences pour fitter à d'autres exigences de la boîte. Ouais. Ok, j'aimerais qu'on reparte d'ici avec des apprentissages. Alors comment on fait, puisque vous l'avez fait chacun à droite à gauche, comment on accompagne au développement, sachant que on est presque obligé de le faire, si j'ai bien compris. Comment est-ce qu'on les pousse? Est-ce qu'on leur tord le bras? Est-ce qu'on les accompagne? Enfin, et quelles sont les techniques? Quels sont les moyens? Quels sont les outils? Moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est qu'il y a une énorme attente d'accompagnement, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup le discours dans les années passées de chacun gère sa carrière, chacun prend en main son évolution, il n'y a pas deux carrières qui vont se ressembler. Certes, c'est vrai, mais en tout cas, moi, de ce que je ressens de mes collaborateurs chez Trustper, c'est qu'il y a une vraie attente dans l'accompagnement de la construction d'une carrière. Donc, par exemple, on est en train de définir... c'est assez classique pour beaucoup de scale-up, en fait, des carrières passes avec des niveaux par type de rôle, des carrières passerelles. Donc comment est-ce qu'on peut évoluer d'un rôle à un autre, quelles sont les compétences manquantes et comment est-ce qu'on peut les acquérir. Donc c'est déjà, je pense, en dessinant les possibles et en mettant en évidence les efforts à faire, on va dire, pour pouvoir saisir si c'est possible. Donc, tu dessines un chemin de carrière. Tu dessines des chemins de carrière. Et tu présentes à tes collaborateurs en leur disant tiens, je te verrais bien faire ça, est-ce que ça te va? C'est l'idée? Oui, alors l'idée, c'est pas forcément de pointer un chemin en particulier, mais l'univers des possibles, pour justement combiner à la fois un aspect peut-être incitation et en même temps un choix personnel, pouvoir se projeter, exactement comme tu le disais, avec parfois des surprises aussi, des choses auxquelles nous, on n'aurait pas forcément pensé. D'accord. Ouais, moi je pense qu'il y a 3 éléments. Déjà, il y a le recrutement. C'est en amont, par rapport à la stratégie de croissance de la boîte, on ne va pas avoir les mêmes profils entre je sais pas, une scale-up qui veut faire une IPO dans quelques années versus une boîte qui est déjà rentable et qui a une croissance plus stable. Donc déjà, ce n'est pas le même type de talent qu'on va recruter. Ensuite, il y a le career track, donc soit manager, soit expert, pouvoir donner la visibilité aux gens sur voici les skills que tu dois atteindre pour passer le niveau supérieur managérial ou pour passer le niveau supérieur en tant qu'expert cette thématique. Et enfin, la formation, qui après soit faite en interne ou en externe, pour accompagner le développement des compétences, ou en tout cas cadrer l'envie des personnes à grandir dans l'entreprise pour qu'ils développent justement réellement leurs compétences, quoi. Alors, formation, et je compléterai ou autre, parce qu'il y a quand même 1000 façons de développer ses compétences. Oui, le mot formation est un peu il y a développé, le coaching, le mentoring, et je pense qu'il y a de plus en plus de demandes justement d'accompagnement en acquisition de compétences qui passent par d'autres formats que la formation au sens pure transmission théorique d'un savoir. Oui, bien sûr. Ouais. Et là-dessus, comment ça se gère tout ça? Je veux dire, j'entends formation, coaching, mentoring, etc. Comment on choisit ce qui est fait en interne, ce qui est fait en externe? Au début, on a souvent une tendance à vouloir tout faire en interne parce que déjà, on est plus petit, on n'a pas forcément même les moyens. Assez vite, on se fait accompagner et souvent, on a pas toujours, mais une petite perte d'efficience, ou ça dépend des métiers. Et peut-être aussi une perte de culture parce que ce qui est
proposés par des externes, mais proposés à plein d'entreprises différentes. Donc on a un peu l'impression d'être standardisé quelque part. Comment on choisit tout ça? Comment on est efficace? Moi, déjà, je veux dire un truc qui peut paraître bateau, mais c'est hyper stratégique, en fait. Et c'est quelque chose de très, très complexe. C'est comme une stratégie pour acquérir un nouveau marché. Donc, je pense que très tôt, une entreprise doit aussi faire le choix de déléguer ces tâches-là à des experts et de ne pas avoir peur de recruter dès le départ quelqu'un qui va vraiment s'occuper des ressources internes, des ressources humaines. Et donc, recruter le plus tôt possible quelqu'un en recrutement et en talent management, je pense que c'est très important. Je me suis un peu en effet moqué pendant les préparations de mes différentes tables qui disent qu'il faut recruter un DRH ou un manager RH quasiment dès le premier employé. Je dis normal, vous êtes tous des RH, donc voilà, que c'est toujours trop tard, mais en l'occurrence on se rend compte que finalement le plus tôt le mieux. Alors en particulier peut-être dans certains métiers, et je dirais le mien où nous on n'en a toujours pas sur Cosa Vostra, qui est un métier d'agence digitale où en fait notre matière première sont nos collaborateurs. Enfin, ce qu'on vend, c'est leur temps de cerveau disponible, hein, pour être basique. Et donc, en l'occurrence, je pense qu'avoir un RH très tôt dans ce genre de métier est probablement hyper important. Si on revient sur des dynamiques... Après, juste pour compléter sur la formation, je suis d'accord, c'est très stratégique. En revanche, ce n'est pas forcément que le rôle des RH, parce que c'est plutôt une culture de boîte sur qui va distiller la formation en interne. Est-ce que c'est un pôle d'expertise? Est-ce que ce sont les managers? Est-ce qu'on le délègue à des boîtes externes, mais qui a aussi des côtés péjoratifs par ça? Donc c'est stratégique effectivement, donc il faut s'occuper dès le début et il faut se poser la question de qui va diffuser l'expertise en interne. Et pour moi, c'est pas forcément lié au RH. Pour moi, c'est à la fois une culture de boîte, comment dans la méthode de travail, dans les feedbacks, les entretiens trimestriels, etc. On fait le feedback, et c'est plus du ressort du manager que des RH qui vont pas, il faut sortir de l'esprit où on a des modules de formation tous les 6 mois, tous les 1 an, on a un crédit de formation, on va sur une formation en présentiel, sur du Word, machin. Enfin, c'est plus du tout adéquat par rapport au rythme de travail et aux attentes de formation des collaborateurs, quoi. Et j'irai un cran encore plus loin parce que culture eats strategy for breakfast. Et je pense que c'est avant tout une question de culture et très certainement beaucoup d'input de la part des fondateurs. Par exemple, chez Trusper, on a la chance d'avoir des fondateurs qui croient à leur propre développement et à l'exemplarité que ça représente. Donc, qui passent leur temps à lire, à se renseigner, à se challenger dans leur pratique. Par exemple, chez Trusper, on incite l'achat de livres professionnels pour se développer, tout ça financé par l'entreprise. C'est l'incitation à prendre du temps opérationnel pour se former. Et ça passe vraiment par la culture, en fait. Parce que, évidemment, voilà, quand on est en start-up, il y a toujours plus de challenges, plus de choses à faire, toujours plus d'urgence, donc on peut se faire happer. S'il n'y a pas une culture globale de boîte, de dire que continuer à se développer en parallèle, c'est essentiel, ça passera toujours au second plan. Ce que je trouve difficile dans tout ça, c'est que en fait, on peut faire toujours plus en formation. On a un peu toujours l'impression de faire pas assez. Quand je t'écoutais, je me disais, mais nous, on ne forme pas assez nos managers à être managers. Enfin, ça semble bête, mais quand tu dis à quelqu'un qui n'est pas manager et qui veut le devenir, tu lui dis ok, c'est bon, vas-y. En fait, il ne sait pas le faire, quoi. En fait, on s'est même rendu compte récemment qu'on ne formait pas assez nos sales à être sales. Et c'est Michael Benabou, dans un épisode de podcast que j'ai fait avec lui, qui me disait que chez VP, il est assez reconnu comme l'artisan du succès de VP pendant très longtemps, qui est l'associé de Jacques-Antoine Grandjean. Il disait qu'il formait ses sales 2 jours par mois aux sales. Donc juste à ça, nous on s'est mis à faire ça et c'est vrai que c'est en train de changer big time chez nous. Le tout c'est que en fait, je pourrais passer 20 jours par mois à former tout le monde. En fait, comment on choisit ça? Où est-ce qu'on met le curseur? Parce qu'on peut toujours faire mieux. Il y a une nouvelle tendance qui se dégage. Alors, ça rejoint, je pense aussi, ce que je disais sur la culture des fondateurs, c'est qu'en fait, l'apprentissage doit devenir maintenant une skill, soit un élément à part entière du travail. Et donc, dans la définition des objectifs ou du plan de travail, il y a toujours cette recherche de OK, on a fait ça, pourquoi on n'a pas atteint l'objectif? Et on a du temps alloué à craquer pourquoi on n'a pas atteint ce succès, qu'est-ce qu'on aurait pu tester, et ce qui fait partie en fait, de la formation des personnes. Et on a donc tendance, je vois ça de plus en plus dans des entreprises, je ne sais pas si c'est le cas dans Trusper ou si vous voyez ça dans d'autres boîtes, mais à consacrer un temps dans le temps de travail de chacun à l'analyse des problèmes, de la performance, et qu'est-ce qu'on aurait pu développer en plus pour faire mieux. Et ce qui fait qu'en fait, l'apprentissage est devenu dans le courant du daily, quoi. Et c'est plus un jour par mois alloué, ou c'est plus un moment alloué à l'information, c'est vraiment devenu dans
dans le courant du job pour mener à bien son objectif, quoi. Moi, ça me semble un peu un monde idéal, ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ça pense marche que je suis vraiment, comme ça. ça Je suis marche comme vraiment. ça et je sais que je le suis. Mais est-ce que j'ai pas l'impression que tous mes collaborateurs passent leur journée à se former dans un flux quotidien Non, mais en fait, permanent? alors, former, en gros, je prends l'exemple. En agence, par exemple, on dit OK, on doit atteindre tel chiffre, on se met comme succès tel chiffre d'affaires. Après le closing ou la livraison du produit, on dit OK, est-ce qu'on a atteint l'objectif en termes de délai, de qualité, de revenus, etc. Oui, et on dit la prochaine fois, on met l'objectif au-dessus. On ne l'a pas atteint. OK, on analyse. On fait on step by step, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut creuser, quelles contre-mesures. Et c'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est en craquant le point dur, pourquoi on n'a pas atteint tel objectif, tel délai, qu'on va tester de nouvelles choses et qu'on va documenter ce qu'on a fait et qu'on va apprendre en fait. Okay. C'est ça que je dis que c'est devenu un job à part entière. C'est que cette analyse de la performance et qu'est-ce qu'on n'a pas atteint, c'est fait partie normale de la mission, quoi. C'est pas on a livré, on passe à autre chose. C'est vraiment on a livré, on analyse ce qui s'est passé, quelles sont les contre-mesures, c'est bien, pas bien, et on passe à autre chose. Ok. Moi, je veux rebondir sur la formation. Parce qu'en fait, la formation pour acquérir des compétences à titre individuel, dans l'absolu, progresser sur son métier, c'est intéressant. Mais si les compétences ne marchent pas entre elles et qu'on n'arrive pas à créer un rouage au niveau de l'entreprise, ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, moi, le mot qui est hyper important de ce que tu disais, Germain, c'est le côté diffusion. Et pourquoi, en fait, une culture, c'est important? C'est pas parce que, oui, certes, ça peut créer un sentiment d'appartenance pour le collaborateur, mais c'est aussi, en fait, aider à tous parler... être sur la même longueur d'onde, avoir le même langage. Et en fait, ça permet, en fait, quand on fait une formation, et quand tu parlais de Benamou qui effectivement fait 2 jours de formation sales dans l'entreprise, c'est sales dans l'absolu. Donc super, il y a un effet rétention du collaborateur parce qu'il dit super, je progresse sur mon métier, je continue d'apprendre. Mais c'est aussi un bon moyen d'apprendre à être sales chez VP. Et c'est pas être sales ailleurs. Et c'est aussi un bon moyen de faire en sorte que l'équipe elle marche au même rythme, avec les mêmes process. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place, le process répété que tout le monde applique. Et donc, en fait, c'est pour ça que je pense que la culture, elle doit être vue d'un prisme, effectivement, RH, sentiment d'appartenance. Mais en fait, c'est juste comment est-ce qu'on parle tous le même langage pour que, dans les faits, d'un point de vue business, ça fonctionne bien aussi. Et peut-être une réponse un peu pragmatique que nous, on est en train de tester. Alors, je ne dis pas que c'est la solution miracle et que c'est facile à mettre en œuvre, mais en fait, on essaie, en tout cas dans certaines équipes, de dédoubler le rôle manager-coach, en gardant un manager responsable de la stratégie, la fixation des objectifs, la définition des process et le management direct, et d'avoir dans les équipes un rôle de lead, qui est vraiment plus en charge en tant qu'expert du métier de diffuser ses bonnes pratiques, de mettre en place des sessions de coaching. Par exemple, dans mon équipe de Talent Acquisition, c'est le cas. Moi, je garde la responsabilité managériale de toute l'équipe, mais j'ai une personne qui est en charge, grâce à sa longue expérience dans ce domaine, d'accompagner vraiment opérationnellement toute l'équipe TAM dans sa montée en compétences. Faire en permanence de la double écoute des appels, du partage de bonnes pratiques, du partage d'outils, etc. Donc, ce n'est pas forcément un modèle universel à appliquer partout, mais ça permet de, quelque part, ancrer dans un rôle et dans un mode de fonctionnement de la boîte cette approche du développement continu des collaborateurs. Très clair. Sur les outils et sur les manières de faire, je vais revenir aussi un peu sur le comment. On parle de talent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste le mot à la mode pour dénommer l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, ou est-ce qu'on parle aussi des vrais talents? Et est-ce que là-dedans, quand je dis vrais talents, c'est en tout cas les stars de l'entreprise, ceux qui sont en vue et qui vont se développer. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut identifier dans une entreprise, je ne sais pas, à partir d'un certain nombre, quand on est 10, en fait, on le sait peut-être qui sont les key people, mais à partir de 50, 100, à un moment, se dire, OK, un tel, une telle, un tel sont des gens qui vont progresser, on va beaucoup miser sur eux. Si jamais ils partent, on va vraiment tout faire pour les retenir. Est-ce que déjà c'est légal? Je ne sais même pas. Mais est-ce que ça fait partie des choses aussi qu'on met en place, que vous mettez en place? Oui, typiquement, nous on l'a fait notamment dans le cadre de la levée de fonds en fait, qu'on a closé il y a 3 semaines maintenant, notamment à la demande des investisseurs aussi pour avoir une vision claire des talents qui existaient et dans quoi ils investissaient. Donc finalement là encore on est revenu à des méthodes de people mapping que j'avais bien pratiquées dans des grands groupes chez BNP où on croisait les axes performance potentielle et se retrouvait avec des 9-box grid voilà, tels que ça existe depuis des dizaines d'années. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que mettre des gens dans les cases, assesser leur potentiel, leur performance, c'est très bien, mais quel plan d'action on met derrière? Oui, c'est ça.
Et voilà, et si c'est juste pour faire du alors, du coup, je te mapping, pose de la question. l'identification... Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, pour le coup, nous, on a essayé de mettre en œuvre derrière effectivement des plans d'action avec des sorties pour ceux qui devaient sortir, des plans de progression pour ceux qui devaient progresser, et puis des plans de promotion pour ceux qui devaient être retenus. Donc dans les sorties pour ceux qui doivent sortir, c'est vraiment se dire, ok, dans ces assessments, on a vu des gens qui sont ni dans les valeurs, ni dans la performance, ni voilà. Donc bon, là, ça se fait un peu à l'américaine. Est-ce qu'il y a on doit mettre aussi des pourcentages, parce que tu sais que ça existe chez certains grands groupes américains où si tu ne vires pas 4-5% des personnes par an, c'est que en tant que RH, tu fais pas le job. Pour appliquer ça, il faut des effets de volume déjà qui n'ont aucun sens dans les structures de 50 personnes comme l'a été Strasberg quand on a fait l'exercice. Donc, c'est des règles statistiques, donc ça ne s'applique que sur des grands volumes. Ok. Ouais, non, j'avais une réponse qui était un peu clivante, mais j'ai l'impression que talent, et si on doit faire le travail de qui sont les talents, c'est que déjà, recrutement, il y a quelque chose qui a failli. En théorie, tu es censé recruter que des talents. Donc si tu es a posteriori de faire un travail, de dire ok, alors qui sont les gens qui sont bien chez nous, c'est déjà à l'entrée en relation, entre guillemets, tu n'as pas fait le bon filtre. Et deuxièmement, j'ai toujours cette culture un peu, je ne sais pas d'où elle vient, mais personne ne doit être indispensable dans la boîte. Donc je ne sais pas pour quelle raison vous avez mappé, peut-être c'est les key functions, etc. Mais en soi, il faut que... Alors, des gens qu'on va peut-être retenir si demain ils ont une offre ou pas, mais globalement, si les gens ont fait le choix de partir, c'est qu'il faut les laisser partir, quoi. Et les retenir, c'est pas forcément très bon pour la suite. Et deuxièmement, si une personne est trop clé, trop dépendante et qu'on ne veut pas qu'elle parte, c'est parce que d'ailleurs elle n'a pas su bien déléguer, s'entourer, staffer. Donc le point dur est là. Il n'est pas de dire ok, il faut absolument qu'on la retienne et que c'est un talent. C'est plutôt non, si elle devient bloquante, c'est qu'il y a un problème autour. Et justement, c'est un proxy de dire que c'est pas un talent parce que justement il s'est rendu indispensable pour pas partir parce qu'en fait il cache des choses ou il bloque des choses. Donc alors je sais pas si ça répond complètement à ta question, mais c'est un peu clivant. Mais en tout cas, je trouve que le terme talent, il est un peu galvaudé, voilà. Alors qu'à la base, on recrute des gens qui fit avec la culture de la boîte. Donc si la boîte elle est ambitieuse et qu'elle veut grandir, tous les collaborateurs sont censés être ambitieux et grandir avec la boîte. Et donc tous sont potentiellement des talents et il n'y a pas besoin de sourcer, de dire ok, voilà les 10 talents qu'on va faire progresser cette année, quoi. Voilà. Ok. Je vais revenir du coup sur plus la partie développement que talent dans le sujet du jour et peut-être un peu la formation. Je vois pas mal de leviers de formation. Moi, pour ceux qui le savent, j'anime des podcasts qui moi m'apprennent et m'enrichissent au quotidien et mes auditeurs me le disent aussi beaucoup. C'est-à-dire que c'est pour eux un gros levier. Certains me disent que c'est un vrai MBA en continu, mais c'est pas très académique. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant. On a vu l'apparition aussi des MOOC depuis 10-15 ans, une grosse dizaine d'années, qui fonctionnent bien. Moi, je crois aussi très fort au retour finalement de la formation physique, parce qu'après les confinements et tout ça, je pense que ça fait du bien. C'est aussi des moments de cohésion importants. Est-ce que vous avez des stratégies là-dessus? Vous voyez des nouveautés encore qui arrivent? Est-ce que est-ce qu'il faut juste, c'est un savant mélange de tout ça? Typiquement, je peux pas forcer les gens à écouter des podcasts, encore moins les miens, mais vous voyez un peu des... Moi, je vais juste parler d'une tendance de fond parce que je ne suis pas celle qui fait dans l'entreprise, mais ce qu'on voit, c'est que avoir les bonnes compétences, c'est le principal frein pour toutes les startups qui souhaitent se développer aujourd'hui. Quand on les interroge, pour 3/4 d'entre elles, c'est mon premier pain point, c'est recruter les bonnes personnes sur les bonnes compétences dont j'ai besoin aujourd'hui. Et le sujet macro auquel on fait face dans la croissance des entreprises, c'est que on n'a pas à disposition les bons profils parce qu'il y a aussi un mismatch entre les compétences qui sont les formations qui sont à disposition sur le marché versus les besoins de l'entreprise en interne. Donc il y a un véritable besoin de communication et donc d'ailleurs c'est un peu notre rôle en tant que France Digital, c'est d'essayer de rapprocher les deux mondes, le côté public académique versus le monde de l'entreprise et aussi le rouage qui est au milieu, à savoir monter une formation, la faire accréditer pour qu'il y ait les remboursements, les OPCO, etc., c'est une galère monstrueuse. Donc il y a un vrai besoin de simplification pour qu'en fait, à partir du moment où il y a un besoin d'entreprise, on soit déjà capable de l'anticiper dans le futur et quand il existe, qu'il y ait en face des formations qui puissent effectivement correspondre. Et ça, c'est un vrai problème macro aujourd'hui qu'il faut vraiment essayer de résoudre au mieux, donc avec une meilleure communication entre organismes de formation et milieu de l'entreprise. Et donc, pour finir, après je laisserai la parole, je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à ce que les entreprises deviennent elles-mêmes des formations et qu'il y ait en interne aussi des personnes qui soient capables de créer des formations parce que la compétence, elle est, comme je le disais, absolue, mais elle est aussi en fonction du besoin immédiat de l'entreprise. Ce qu'a fait James Dyson, je crois, avec
beaucoup de succès, qui a créé une université Dyson, je crois, qui est reconnue en l'occurrence. Et alors en échange, le tout c'est qu'on est dans des pays anglo-saxons, en échange, il y a une obligation de rester dans l'entreprise après, ou alors une sorte de dette à payer. Parce que je suis pas sûr qu'on serait prêt à entendre ça en France réellement. C'est le modèle SNCF. Hein. Le modèle SNCF, dis-nous, oui. Ouais, pour le coup, ils ont des vraies formations certifiantes, mais qui sont attachées à une obligation de rester dans l'entreprise un certain nombre d'années. D'accord. Finalement, c'est presque plus un modèle de fonctionnariat que d'entreprise, en fait. On va peut-être rapprocher les scale-up, les start-up, les fintech du fonctionnariat. C'est intéressant quand même ce qu'on est en train de dire. On voit aussi des complexités, on en a parlé un peu, administratives en France, dans le cadre du travail, dans des possibilités de croître vite, de changer. Il y a un cadre qui est un peu limitant ou pas? Vous voyez ça? Bah oui, forcément. Oui. Sur à peu près l'entier, je pense, des sujets. Enfin, t'en parlais aussi, mais sur la partie formation, validation des demandes, sur la partie évidemment embauche, rapidité d'intégration dans les équipes, embauche à l'international, c'est compliqué aussi. Oui, il y a des contraintes à tous les niveaux. Non, je sais pas. Non, j'allais dire, moi j'ai l'aspect managérial, moins l'aspect RH, mais je le vois que les systèmes de formation, donc les CPF, etc., et les formations donc, possibles via cela, sont plus du tout cohérentes et ne correspondent pas du tout aux besoins actuels, que ce soit en termes de délai et de mode de formation. Donc il y a un problème d'offre et de demande, selon moi. Après, on ne peut pas se plaindre de ce qu'on a déjà en France. On a quand même beaucoup. Alors, je sais que vous faites beaucoup de choses aussi pour le fluidifier et accompagner, mais c'est déjà quand même très bien. Et après, c'est au rôle de l'entreprise de prendre ses initiatives et de faire ses formations avec plus ou moins de moyens. Mais voilà, donc je pense qu'on peut faire mieux, mais j'ai un discours plutôt conciliant sur ce qui est déjà fait et ce qui est à disposition des entreprises en France déjà. Et on était, en tout cas jusqu'à récemment, dans une phase où il y avait pas beaucoup enfin, le vivier était restreint dans les recrutements possibles, puisque on était quasiment, au moins dans l'univers des startups, dans une situation de plein emploi. Il y a quand même un moment où on se retrouve à un endroit où potentiellement emmener ses talents dans une direction n'est pas, enfin, les besoins qu'on a sont pas en adéquation avec les personnes qui sont là. Alors tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait aussi laisser partir des gens, mais si derrière il n'y a personne pour les remplacer, il n'y a pas des moments où on se retrouve, vous retrouvez dans des corners un peu à vous dire bon bah j'essaye de l'orienter là, mais en fait personne ne veut aller dans cette direction. Vous voyez ce que je veux dire? De manager, surtout qu'il y a quand même, on est aussi dans un moment où il y a des aspirations de grandes démissions, de faire autre chose, d'aller dans l'écologie, d'aller dans plein de choses, où potentiellement, en plus dans les talents que vous allez avoir des personnes qui se diront mais c'est bien futile tout ce qu'on est en train de faire, quoi, je sais pas. Bah nous, on a une mission, hein, donc je pense que ça porte quand même beaucoup l'engagement des salariés. On lutte contre la fraude au virement, qui est un frein au business pour toutes les entreprises du monde, avec des milliards d'euros de pertes pour les entreprises. Donc je pense que ça maintient quand même effectivement un engagement un peu dans la durée. D'accord. Et moi, je dois constater plutôt un engagement et une envie de s'inscrire dans le long terme, de justement profiter des opportunités qui sont offertes par l'entreprise. Et l'envie de se donner, de se consacrer. Donc pour l'instant, moi, je ne ressens pas du tout ce frein. Ouais, assez d'accord. En revanche, on sait que c'est extrêmement compliqué de recruter aujourd'hui le bon niveau d'expertise. Donc soit finalement, quand un collaborateur aime le souhaite partir, soit on a quelqu'un en interne qui peut prendre le relais, soit il faut lancer un recrutement externe pour avoir le bon niveau d'expertise. Et le biais qu'on voit également, c'est le fait d'être une boîte sexy, qui est reconnu pour bien former ses collaborateurs, fait que les gens ont beaucoup d'opportunités pour partir. Donc ça alimente aussi le besoin de recrutement. C'est un cercle un peu vertueux pour l'image de l'entreprise et vicieux pour retenir les talents. Ça ne répond pas forcément à ta question, mais en tout cas oui, c'est sûr que la pain, c'est le recrutement reste toujours une pain, et le sera toujours. Et parfois, quand je sais pas, on va dire pas un C-level, mais un manager, un VP va partir, mieux vaut recruter quelqu'un à un niveau dessous, directeur, le former pour qu'il reprenne la position et pas forcément remplacer la même position si on n'a pas trouvé la perle rare qui fit parfaitement en cas de départ d'une personne clé.
Pour finir, vous avez identifié des outils qui permettent de suivre ça, le développement des talents. Je veux dire, il y a plein d'outils dans les HR Tech, mais qui permettent de suivre beaucoup de choses. Comment on suit ça? Est-ce que ça se note? Est-ce que ça se fait par rapport à des OKR? Est-ce que il y a des outils techniquement qui suivent les OKR? Est-ce que vous utilisez vous avez des choses à nous recommander? Je ne sais pas si c'est qu'une question d'outils, c'est plutôt une question de méthode. Il y a Lattice qui est assez connu comme outil que beaucoup d'entreprises de startup utilisent. Mais in fine, avec moins de moyens, on peut faire un Lattice-like avec un Notion ou un Trello. C'est pour ça que c'est plus des méthodes de faire des reviews avec des peer reviews, review du manager, self-review. On fait tous les 3 mois. Pour le recrutement, il y a différentes interviews. Et donc, c'est des méthodes qu'on va aligner. Et finalement, l'outil, tu as des méthodes qui sont clés en main, donc tu le fais et c'est facile. Donc des reviews, ce sont des reviews à 360, c'est des ça? Reviews avec des pairs, des self-reviews, du N+1. Voilà, donc, on m'a évoqué récemment l'essoufflement de ce système. Il y a des gens qui en ont un peu marre, je crois, mais je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Alors, il y a eu un moment, il y a un côté dark side où en fait, si tu te retrouvais à devoir évaluer 3 collègues, tes collaborateurs et ton N+1, on te retrouve tous les trimestres à devoir évaluer 15 personnes. Normalement, c'est fatigant. C'est peut-être ça le côté qu'on a pu voir, côté éco. Donc, il faut mettre des limites, bien sûr. Et puis, il faut aussi peut-être des fois faire des reviews très light tous les 3 mois et puis une plus complète tous les 6 mois. Enfin, voilà. Mais non, ça a de la valeur parce que le feedback est extrêmement clé. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment une culture d'entreprise. Et donc, le fait que tout le monde adhère à la culture, c'est via aussi ces feedbacks. On se rend compte s'il y a des gens qui sont alignés ou pas avec la boîte, le fit. Et c'est aussi... si des créateurs se forment, mais que d'autres sont à l'opposé en termes de culture et qui ne se forment pas, forcément ça crée des clashs et des silos. Donc non, ça a beaucoup de valeur ces reviews. Je ne sais pas quel est ton avis, mais... Oui, je suis d'accord, c'est un indispensable, mais c'est peut-être... encore une fois, je suis complètement d'accord, c'est une question de méthode et encore même derrière la méthode d'intention, d'énergie et de valeur apportée à ce type de process. Est-ce qu'on en fait encore une fois quelque chose ou est-ce que ça reste des listes de compétences évaluées dans un outil? Qu'est-ce qu'on met en place derrière? Comment est-ce qu'on les active? Est-ce que les managers trouvent que l'exercice a un intérêt parce que ça les aide à piloter leurs équipes dans le futur? Voilà, si c'est pour faire plaisir à la RH d'avoir coché les cases de l'éval, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Donc je pense qu'il y a vraiment la méthode, l'intention. L'outil, c'est un facilitateur. Et puis peut-être pour revenir juste sur le feedback, ce que nous, on essaie de favoriser et qui a un effort constant, c'est aussi le feedback à chaud. Parce que bien sûr, il faut poser les choses tous les 3 mois, 6 mois ou 12 mois, peu importe, chaque entreprise décide de son rythme. Mais c'est encore plus actionnable d'avoir des feedbacks à chaud en permanence en fait. Et pour ça, encore une fois, il faut avoir travaillé sur la culture, l'acceptation des retours, le fait que ça fasse partie des méthodes de travail, de faire systématiquement des post-mortem, d'accepter le feedback, d'accepter d'en donner, d'en recevoir, au-delà des reviews un peu formelles, récurrentes, quoi. Ce qu'on appelait nous chez nous donc la transparence radicale, mais on a vu une limite justement. On a dû former tout le monde à la communication non violente à un moment parce qu'en fait le mot radical dans transparence radicale à un moment avait poussé les limites un peu trop loin alors qu'en l'occurrence c'est plutôt intéressant d'avoir un feedback immédiat comme tu le dis. Mais du coup c'est très important de former au feedback parce que en fait c'est une des choses les plus difficiles à faire, un feedback correct et efficace. Et je pense que ça c'est souvent assez négligé. Quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est qu'un feedback, il y a très peu de personnes qui sont capables de le décrire de façon structurée. Maya, où est-ce que vous pouvez, chez France Digital, nous aider alors dans tout ça? C'est plus, tu le dis, finalement en amont sur les relations avec les pouvoirs publics, sur justement dire qu'on a besoin de plus de devs, j'en sais rien, ce qui semble enfoncer une porte ouverte. Il y a cette logique de pouvoir informer effectivement le régulateur sur nos besoins, faire ce pont entre le public et le privé. Il y a plein de sujets sur lesquels nous, on agit côté France Digital qui sont liés au talent. Je ne vais peut-être pas tous les citer, mais déjà le fait de pouvoir travailler en tant qu'écosystème pour développer une marque employeur globale qui permette d'attirer des candidats dans ce secteur-là. Qu'est-ce que c'est une marque employeur globale? Une marque employeur, en fait, dans le recrutement, moi je pense que le recrutement, il faut le voir un peu comme du marketing. On va chercher des clients, on va aussi chercher des candidats. Et donc en fait, tu as une marque qui va parler à ton client, tu vas aussi avoir une marque qui parle à ton candidat. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que la marque globale France Startup française attire à la fois des candidats français d'autres secteurs, mais aussi des étrangers qui se disent tiens, j'ai envie de travailler pour une startup successful,
En fait, ça existe aussi en France. Alors ça, c'est très challengé parce que j'ai l'impression qu'on l'a tellement bien travaillé, peut-être vous aussi l'avez tellement bien travaillé qu'à un moment, justement, on est presque arrivé au zénith de la coolitude de la start-up en France et on se dit en fait c'est pas si cool que ça, c'est presque là où on en est là. En fait c'est ça, c'est que tu as appliqué un mot, cool. Est-ce qu'on a envie d'être cool ou pas? Est-ce qu'on a envie d'attirer des gens qui veulent juste du cool? Enfin, tu vois, il y a aussi ça, c'est comment tu l'as travaillé et comment tu l'as fait évoluer en fonction du besoin de tes membres. Okay. Ça, c'est un travail d'écosystème. Et nous, on y contribue en tant que France Digital. France FinTech y contribue aussi d'une manière. La mission French Tech, ça, je pense que c'est un travail général. Après, nous, en tant que France Digital, sur le volet très lobby pour comment est-ce qu'on change les règles du jeu, par exemple, il y a un outil sur lequel on travaille pas mal en ce moment, c'est les BSPCE. Les BSPCE, c'est un super outil formidable pour les boîtes qui se lancent et qui souhaitent effectivement fidéliser des salariés, les attirer d'une autre manière que par un gros salaire en disant tiens, tu vas aussi contribuer à la croissance et en profiter. C'est bien, mais ça mérite d'être facilité. Si en plus tu souhaites te développer au niveau européen, c'est une galère monstrueuse parce qu'en fait tu fais face à 27 administrations différentes. Donc comment est-ce qu'on bosse ensemble pour essayer de travailler avec les autres pays européens pour faire en fait un seul système de contrat? Il y a aussi une petite question, je pense, de marketing autour des BSPCE parce que stock option, tout le monde comprend ce que c'est. Tes salariés en start-up, à moins d'être au COMEX, en général, tu vas interroger tes salariés, personne ne bite rien. Enfin, il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on simplifie et comment on fournit des outils aux start-up pour leur rendre leur travail plus facile. Et bon, je suis d'accord avec Germain, je pense qu'on a aussi quand même beaucoup de chance d'être en France pour 1001 raisons. Après, il y a aussi une image de la France vue de l'étranger en disant le droit du travail en France, c'est complexe. Est-ce que j'ai envie d'ouvrir ma boîte en France aujourd'hui? Je ne suis pas sûre parce que j'ai l'impression que c'est compliqué. Donc voilà, il y a un travail global, en tout cas nous c'est notre rôle et on est hyper preneur du maximum de feedback pour essayer de simplifier les choses de l'entrepreneur jusqu'au salarié pour attirer et faire grandir ses talents en interne, c'est sûr. Donc le mieux pour faire tout ça, c'est d'adhérer à France Digital, j'imagine, c'est ça, la petite coup de promo? Moi je veux bien que vous adhériez parce que ça fait vivre l'association, mais même ne serait-ce qu'avoir des feedbacks au détour d'un email, enfin voilà, nous faire remonter vos sujets. Nous on conseille tout ça et on essaie de porter la voix, on n'est pas les seuls. Mais oui, effectivement, ça peut être une option, n'hésitez pas. Alors, soit vous adhérez, soit vous écrivez à Maya directement sur LinkedIn. Ajoutez mes 3 amis sur LinkedIn, si vous le voulez bien. Je vous remercie beaucoup pour cet échange passionnant. On va développer nos talents, alors au sens large et au sens plus resserré. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Mathieu. Salut. Merci à vous. Salut.